Mesdames, Messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, avant mes propos liminaires, je voudrais excuser nos collègues, M. Jean-Michel Feuillet, qui a transmis une procuration à Mme Elisabeth Robert-Dehaut, et Mme Karine Colombo, qui a donné pouvoir à M. Gérard Grosslambert. Mais je veux, une fois n'est pas coutume, remercier tous les présents ce matin. Je signale à chaque fois les absents. Je pense qu'il est important de préciser que la quasi-totalité des conseillers départementaux élus sont là ce matin, dans le respect des gestes barrières. Horribilis, cette locution latine n'a peut-être jamais été autant adaptée à la situation que nous venons de traverser. Il y a un an, presque jour pour jour, la Covid-19, qui avait débuté son macabre voyage depuis l'autre côté du monde, plaçait le monde entier en situation de confinement. Si certains ont minimisé la situation, une ministre de la Santé parlant même d'un risque d'introduction faible en France, mais pas exclu, il ne m'appartient pas de jeter la pierre à qui que ce soit, de désigner un responsable, ce serait tout simplement indigne. Personne ne pouvait anticiper cette pandémie, sa virulence, la rapidité de sa diffusion. Le président de la République a immédiatement parlé de guerre, il avait raison, et comme malheureusement à chaque fois qu'un conflit éclate, nous mesurons notre impréparation. Depuis plus d'un an, nous courons après le temps, les masques, les matériels de protection d'abord, puis les tests ensuite, depuis quelques semaines maintenant, les vaccins. Nous nous sommes individuellement tellement habitués à obtenir des réponses rapides, quasi immédiates, que nous sommes collectivement dans l'incapacité de faire face à cette tragédie qui nous pousse à la résilience, à accepter de voir le temps passer. Depuis plus d'un an, nos populations sont durement touchées par la maladie. Ce matin, je veux avoir une pensée aussi solennelle qu'émue pour toutes les familles endeuillées de Haute-Marne, à toutes les femmes et à tous les hommes qui se battent contre la maladie, qui se battent pour survivre. Face à ce mal insidieux, notre solidarité est un rempart aussi apaisant qu'il est puissant. Depuis plus d'un an, cette solidarité a été le mot d'ordre de notre collectivité, car dès le 17 mars, le confinement total décidé, il a fallu faire face aux manques, aux ratés, il a fallu soutenir les soignants, les aides à domicile, nos EHPAD, toute cette première ligne qui nous est si chère et qui manquait de tout. En cette période si troublée, régions, départements, EPCI, communes ont été au rendez-vous de l'urgence sanitaire. En sortant de nos domaines de compétences, parfois de façon désordonnée, il a fallu le reconnaître, mais toujours avec le souci de bien faire. Je pense également à toutes les Haut-Marnaises et tous les Haut-Marnais qui ont donné de leur temps sans compter pour coudre, fabriquer. Nous avons sur notre territoire été collectivement à la hauteur de la situation. En Haute-Marne, et singulièrement au Conseil départemental, nous avons tenté de répondre à cette urgence avec tous les moyens, j'allais dire avec toute notre âme. Dès les premiers jours, voyant la pénurie de protection, j'ai répondu favorablement à la commande passée avec la région Grand Est pour des masques jetables. Nous avons mis à disposition des milliers de masques, de gants, de surblouses pour les professionnels qui en avaient besoin, les EHPAD, les associations. Personnellement, vous avez été nombreux à vous déplacer dans vos cantons pour apporter ces matériels si convoités. Cela démontre d'ailleurs le maillage si précieux que représentent les conseillers départementaux élus de proximité. Immédiatement, nous avons assuré la protection de nos agents, leur permettant, presque du jour au lendemain, et grâce à la réactivité de notre direction des systèmes d'information, de télétravailler. Ce verbe qui est devenu un élément incontournable de notre univers professionnel. Nous avons également décidé de maintenir les salaires et les congés, ce qui n'était pas le cas partout. Nous devions ces engagements à nos collaborateurs. Ils assurent des missions essentielles pour les Haut-Marnais. Ils les soutiennent dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Un grand merci à eux. Ce soutien et cette organisation nous a permis très rapidement de revenir sur le terrain. Les agents des routes ont assuré la veille partout sur le territoire pour la sécurité des usagers. Ceux des circonscriptions d'action sociale, de la MDPH ont poursuivi l'accompagnement auprès des plus fragiles. Ceux des collèges sont revenus dans un contexte sanitaire mouvant en soutien aux élèves afin que les repas soient servis, en accueillant même des scolaires des écoles élémentaires qui ne pouvaient pas rouvrir. Nous avons respecté toujours les conditions d'hygiène à la lettre.
Toutes nos équipes ont été opérationnelles. Il n'y a eu aucune rupture de service. Cela doit être notre fierté collective. On pourrait me rétorquer qu'il s'agit des missions normales du conseil départemental. Je ne le crois pas. Il n'y a rien de normal depuis un an. C'est pourquoi j'ai souhaité aller au-delà pour assurer la protection des Haut-Marnais. Nous avons commandé des masques lavables aux normes plus efficaces, fabriqués en France. Tous ces mots ont un sens. Lavable, car on avait besoin d'avoir une vision durable. Aux normes, car c'était indispensable pour apporter cette garantie et la sécurité. Fabriqués en France, parce que nous devions ce soutien à l'économie de notre pays. La distribution s'est faite dans chaque commune, en lien étroit avec les maires, et en juin, tous les Haut-Marnais qui le souhaitaient pouvaient avoir ce masque aux couleurs du département. Nous avons mis à disposition notre laboratoire départemental d'analyse. Pourtant, que n'avait-on pas dit sur cet outil? Qu'il était inutile, qu'il coûtait cher. Dans une période où nous avions besoin de tester en grande quantité, il a suppléé la carence des laboratoires privés et a permis à notre territoire d'avoir des délais les plus courts d'analyse de tout le Grand Est. Depuis le 2 juin 2020, ce sont près de 12 000 analyses Covid qui ont été réalisées par le laboratoire, tout cela sans remettre en question le service rendu aux agriculteurs. Quelle meilleure démonstration de la pertinence et de la réactivité de ce service. J'ai également souhaité sanctuariser le soutien à nos associations. Dès le premier confinement, et j'ai une pensée à ce moment pour Paul Flammarion, notre ancien collègue, j'ai indiqué aux présidents d'associations sportives et culturelles que le département ne ferait aucune économie sur leur dos. Elles sont la vitalité de notre territoire. Leurs bénévoles en sont la richesse. Nous avons le devoir de les maintenir, la tête hors de l'eau. Sinon, je le dis avec gravité, elles ne se le relèveront pas, et ça, nous ne pouvions l'accepter, et c'est en ce sens que nous maintiendrons cet effort en 2021. Nous n'avons pas oublié nos entreprises, si durablement touchées par le premier confinement. La fragile reprise du second semestre a été anéantie par les nouvelles mesures de protection décidées par le gouvernement. Si elles nous ont fait éviter le pire, les conséquences économiques sont réelles. Elles ont touché toutes nos entreprises, continuent de frapper nos cafetiers, nos restaurateurs et tout le monde culturel. Le séisme a eu des répercussions directes dès la fin de l'année 2020, avec un nombre d'allocataires du RSA en nette augmentation. Nous savons que le pire est à venir, et j'ai pris l'engagement devant nos services de mettre les moyens pour les victimes collatérales de la Covid-19 que notre collectivité ne peut laisser au bord du chemin. Mais si cela n'est plus notre compétence, le département a souhaité également être au cœur de la bataille économique. D'abord moqué, nombre de nos actions ont été retoquées par l'État. Et puis, la crise s'accentuant, il a fallu reconnaître notre utilité. D'abord à travers le fonds Résistance, en complémentarité avec la région. Plus de 58 aides aux entreprises et associations ont été attribuées pour un montant de plus de 780 000 € en avance remboursable, soit 54% de l'enveloppe. Dans la région Grand Est, nous avons fait figure de très bons élèves. Enfin, grâce à notre bras armé, le GIP, qui a mis en place un plan exceptionnel d'aide directe pour tous les commerçants et artisans qui ont été fermés administrativement. Ce dispositif a été prolongé pour les restaurants et les cafés, qui sont toujours clos. Début mars et au total, ce sont 1,6 million qui ont été attribués pour les entreprises haut-marnaises. C'est un soutien unique dont il faut se féliciter. Enfin, nous avons proposé à la quasi-unanimité, CAP 2030, le plan de relance pour le département, près de 450 millions d'investissements pour les 6 prochaines années, avec un objectif ambitieux, casser la dynamique de perte de population. Je le dis souvent, nous ne sommes pas dans la diagonale du vide. Nous avons tout ce qui est possible d'attendre pour la vie de demain. Bien sûr, tout ce que nous avons tenté n'a pas marché. La plateforme pour le bénévolat dans les EHPAD n'a pas eu le résultat attendu, je le regrette sincèrement. Les aides à la mobilité pour la vaccination que nous avons votées en février connaissent un début très poussif. Mais le rôle du politique, c'est de proposer, de réussir quelquefois, de regarder les prochains défis, d'échouer souvent et de se relever. Aujourd'hui, on mesure la qualité d'une femme ou d'un homme politique à sa capacité à être dans l'action, mais aussi à sa capacité à être résilient. Mais qui, alors que nous vivons une crise sans précédent, ne souhaiterait pas relever les manches et tout donner pour son territoire? Eux, ils ont relevé leurs manches. Ce sont celles et ceux qui ont été récompensés dans les idées inspirées et à qui nous remettrons tout à l'heure leur trophée pour rappeler que la vie doit continuer. Je ne serai pas plus long. Notre commission permanente est brève ce matin.
Elle fait la part belle aux engagements habituels du conseil départemental, le soutien aux associations, aux communes dans leurs projets, les partenariats, l'insertion, comme pour rappeler que derrière l'extraordinaire que nous vivons, il y a l'ordinaire qu'il ne faut pas oublier. Hier matin, j'étais à Viéville, hier après-midi, avec notre collègue Stéphane Martinelli, pour assister au lancement du Vaccibus, notre bus itinérant, qui permet aux personnes éloignées des centres de vacciner et qui a fait que le bus de l'autonomie spécialement aménagé pour l'occasion. En partenariat étroit avec l'État, et je tiens à remercier Monsieur le Préfet, Madame la sous-préfète de Langres et le directeur territorial de l'ARS pour leur engagement et leur bienveillance vis-à-vis de cet outil qui correspond aux attentes de nos populations. 36 doses par jour, 36 personnes vaccinées identifiées par leur médecin généraliste en lien avec le Conseil de l'Ordre. Merci au Dr Gilles Dupont, son président, pour sa grande mobilisation. Les personnes que j'ai vues hier en avaient vraiment besoin. Elles ne se sont pas rendues dans les centres de vaccination par peur d'être contaminées, parce qu'elles n'avaient personne pour les accompagner, parce que les démarches sont compliquées. Le Vaccibus leur a donné cette possibilité. Et je ne peux pas m'empêcher de revoir le sourire d'Odette, 90 ans, la première vaccinée grâce à notre bus, ce sourire qui n'était plus devenu si ordinaire en ces derniers temps. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. J'ouvre les débats. Qui veut prendre la parole, réagir ? Oui, Monsieur Furtès. Ça y est, ça devrait marcher là. C'est bon ? Merci Monsieur le Président. Donc on vous rejoint dans votre discours introductif sur effectivement une période depuis maintenant un peu plus d'un an qui est malheureusement sans précédent, très compliquée à vivre pour les habitants, pour les entreprises, notamment celles qui souffrent donc de fermeture. On pense notamment aux restaurateurs, voilà, aux bars, cafés et des activités qui ont de loisirs qui ne peuvent plus se faire. On pense évidemment aux associations qui ne peuvent pas pratiquer, notamment pour le sport, donc beaucoup de pratiques sportives, notamment en intérieur. On pense évidemment à nos entreprises, même celles qui sont ouvertes et qui ont quand même continué à investir, à innover, à s'adapter. Et c'est vrai que dans ces périodes où on aura dont on n'est pas sorti encore au niveau économique, social et psychologique, il y a quand même plusieurs éléments qui peuvent nous donner aussi de l'espoir dans ce territoire. Et vous l'avez très bien dit, le laboratoire départemental d'analyse, notre collectivité ont joué et montrent que ce sont des maillons qui sont indispensables donc, pour être au plus près de nos concitoyens. Je reviendrai aussi sur le fait que notre collectivité, vous l'aviez dit les fois précédentes, avec le plan Haute-Marne 2030, va investir comme jamais elle ne l'a fait donc dans la décennie qui vient. Et ce serait bien, et c'est là où je ferai une petite critique, pas de notre collectivité, mais de l'État, ce serait bien que l'État puisse, je vais dire, se rendre compte effectivement du soutien qu'apportent les collectivités territoriales. Donc, pour rendre, entre guillemets, la période moins difficile et pour redonner du développement à la Haute-Marne. J'y pense à l'État qui ne tient pas compte, effectivement, qu'on a changé de période et d'air et qui, au moment où on a des entreprises qui s'installent sur notre territoire, au moment où on a nos entreprises qui sont déjà présentes mais qui innovent et qui vont être génératrices d'emplois, cherchent toujours à avoir les mêmes logiques que les années avant Covid, je pense, puisque c'est l'actualité du moment, donc en nombreuses classes d'écoles qui menacent de fermer dans notre département. Je pense aussi aux classes dans les collèges, où on est un peu plus directement concerné, la collectivité. C'est dommage qu'on garde les mêmes logiques d'avant-crise, et on espère qu'on sera entendu donc mardi prochain au CDEN pour qu'il y ait un moratoire sur la non-fermeture de classes dans nos écoles, puisque la ruralité, nos territoires ruraux méritent à ce qu'on les laisse aussi un peu souffler pour pouvoir retrouver l'attractivité.
On sent qu'il y a déjà des Parisiens, des Franciliens qui viennent s'installer en Haute-Marne. On sait que la natalité, dans certains endroits, augmente donc depuis 2018, et ce serait dommage qu'on se base sur des problématiques d'avant-crise pour gérer le lendemain et nous mettre des verrous, des freins dans le développement de notre territoire. Et vous l'avez très bien dit, on a tout pour réussir, on n'est pas le territoire de la diagonale du vide qu'on voudrait nous faire croire. On a tous les atouts pour bien vivre et bien travailler en Haute-Marne, et donc on espère que l'État entendra les actions, les énergies de nos élus départementaux, mais aussi de nos élus locaux, de tous nos acteurs, pour qu'on puisse développer et rendre attractif ce territoire où on respire et qui inspire. Je vous remercie. Merci, M. Fertet. Je répondrai après. J'ai Mme Nedelec qui veut prendre la parole, puis M. Martinelli. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais juste revenir sur d'abord la vaccination en général, Vaccibus, qui est une excellente initiative, centre éphémère. Je voudrais, une fois n'est pas coutume, moi aussi remercier le préfet et tous les acteurs de ces initiatives, parce que il me semble que le plus important, ce qu'attendent vraiment nos concitoyens, c'est là aussi la proximité. Vacciner en proximité et simplifier au maximum les démarches. Je ne veux pas parler de la population la plus âgée, mais même en étant moins âgée, on voit bien que pour une partie de la population, la moindre démarche est déstabilisante. Et nous avons les moyens, enfin je pense que les maires ont été très réactifs sur le sujet, de faire face. Alors évidemment, la grande question reste l'approvisionnement en vaccins, puisqu'on le sait, à moins que les choses, et on l'espère, changent rapidement, mais quand on entend le discours en disant on vaccine à longueur de journée, y compris le week-end, on voit bien que chez nous, c'est quand même, on n'en est encore pas là, puisque c'est quand même un peu plus compliqué. Alors, bon, je me permets une remarque tout à fait personnelle, mais c'est vrai que face à l'importance de la pandémie et tout ce qu'elle nous impose depuis un an, enfin, moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre que la vaccination ne soit pas obligatoire. On a beaucoup parlé des soignants, des personnels de secours, mais d'une façon générale, la population. La vaccination est obligatoire dans un certain nombre de cas, y compris pour les enfants avant leur entrée à l'école. Je ne vois pas, et puis je ne pense pas qu'on pourrait nous opposer la liberté, parce que depuis un an quand même, voilà. Alors, une dernière petite remarque, puisque mon collègue a fait allusion à la Haute-Marne, respire et inspire. On va évidemment pas se réjouir des malheurs des Franciliens, mais évidemment, je pense que de plus en plus, les habitants des grandes métropoles se poseront la question de savoir où il est bon de se fixer, et on met vraiment les bouchées doubles pour que la Haute-Marne fasse partie des destinations et des points d'atterrissage possibles pour eux. Et par contre, un dernier regret, c'est que malgré le plan de relance qui nécessite plus de réactivité que jamais, on voit bien que, par contre, les lourdeurs administratives, elles, ne faiblissent pas, et que très vite, on va s'apercevoir que ce n'est pas compatible, puisque le plan de relance est vraiment fait pour soutenir l'activité immédiatement, quand les entreprises en ont besoin, les collectivités et d'autres, mais enfin là, on est dans le cadre des collectivités, ont des projets, et qu'ils aimeraient voir se réaliser dans les plus brefs délais. Et je pense que là aussi, c'est un point de discussion qu'il va falloir aborder avec l'État très, 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 très rapidement. Voilà, Monsieur le Président, merci. Merci, Mme Nedelec. Alors, M. Martinelli, puis M. Kalal. Merci, Président. Sont des propos qui sont un peu connexes à ceux que vous avez tenus, mais également dans ce contenu, Anne-Marie Nedelec et Nicolas Fuertes, et qui concerne le projet de loi Résilience et Climat, qui fait suite à la Convention citoyenne sur le climat. Vous savez que ces dernières années, d'abord la loi Elan, ensuite l'élaboration des STRADET, l'élaboration des SCOT qui devaient se mettre en compatibilité avec les STRADET, nous ont amené à avoir des ambitions de réduction de la consommation foncière extrêmement importantes. S'agissant du Grand Est, on est déjà à moins 50% de consommation foncière pour les 15 ans qui viennent.
Et puis ce projet de loi va encore durcir ces possibilités et nous mettre probablement dans une situation difficile parce que, on le sait, la densification chez nous, c'est pas facile. Alors moi, je suis pas un adepte du tout lotissement, loin s'en faut, et je crois que c'est un modèle qu'il faut revoir, mais on peut pas non plus penser qu'on n'aura pas d'ouverture à la production de logements neufs via de nouvelles parcelles qui seraient prises sur l'agricole, le forestier ou le naturel, enfin essentiellement l'agricole d'ailleurs. Mais on est dans la construction de nos PLUiH. On nous parle dans cette loi aujourd'hui de revoir nos documents d'urbanisme sous 4 ans, alors même que certains, comme le SCOT pour le Pays de Chaumont, mais ça va être le cas également pour le PETR dans les mois qui viennent. C'est le cas pour un certain nombre de PLUiH dans un certain nombre de nos communautés. Et on ne comprendrait pas bien, d'abord, que ces aspects soient durcis et qui vont nous contraindre totalement, pour le coup. Et puis qu'on nous demande de réouvrir des documents qui demandent beaucoup d'argent, qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent beaucoup de volonté, qui ont fait l'objet de beaucoup de discussions entre élus, et c'est pas facile, mais on y arrive. Donc, enfin voilà, je voulais attirer votre attention et attirer l'attention de mes collègues sur ce sujet, qui est un sujet pour nous tous et pour la Haute-Marne, quand même très inquiétant. Merci, Monsieur Martini. Monsieur Calal. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président. Dans votre propos introductif, vous avez mentionné une fois de plus le monde associatif, l'ensemble du monde associatif. Vous avez été le premier, lors de le début de cette crise, en 2020, à annoncer clairement que le Conseil départemental serait un soutien fort, un soutien sincère depuis de nombreuses années. Et c'est pour ça que vous avez souhaité maintenir les subventions en 2020. Vous l'avez déjà aussi annoncé qu'en 2021, cet effort, cet investissement pour notre territoire, on le fait, l'ensemble des élus départementaux, avec force. Je siège régulièrement aux assemblées générales en visio de toutes ces associations et qui me rappellent régulièrement et qui me demandent de remonter à l'ensemble des élus départementaux que ce choix qu'on fait donne de la confiance, une certaine reconnaissance dans le travail accompli de tous ces bénévoles qui participent certes à l'animation de notre territoire, mais surtout à l'éducation de notre jeunesse. Le signal de ces matins de subventions a permis, et on le sait parce que régulièrement à la 8e commission, on rencontre beaucoup d'acteurs associatifs. Cette crise vient les impacter. Certains, aujourd'hui, sont en grande difficulté pour des raisons économiques, d'encadrement. Mais néanmoins, ils sollicitent tout de suite. Et là, je pense que le département a réussi dans cette action de proximité. Le département est devenu une collectivité de proximité où on apporte un soutien direct aux acteurs de notre territoire. Pendant cette période de crise, nous n'avons pas fait que de soutenir et maintenir les subventions. Vous avez aussi lancé l'investissement dans le monde associatif. Et je tiens à vous le dire, Monsieur le Président, aujourd'hui publiquement, que cette volonté forte du département de soutenir les associations avec toutes les animations qu'on a l'habitude, c'était même presque une habitude de sortie pour les Hautes-Marnais de notre territoire, en faisant ce choix de soutenir fortement les subventions, l'investissement, on leur donne des perspectives d'avenir, ils se projettent, ils nous le disent clairement, que cette confiance réitérée, cette reconnaissance du travail accompli depuis de nombreuses années, aujourd'hui, ils voient la sortie de ce tunnel avec confiance. Et je tiens à remercier l'ensemble des élus départementaux qui nous accompagnent dans cette action de territoire qui est majeure pour la Haute-Marne. Merci. Merci, Monsieur Calal. Des demandes d'intervention? Oui. Je voudrais juste parler un petit peu du livre que vous avez sur votre table, qui est un guide de la Via Francigena. Alors, la Via Francigena est un chemin qui va de Canterbury à Rome et qui passe par la France, et particulièrement un long trajet en Haute-Marne. Vous le regarderez, c'est de la page 131 à la page 145. Et ça participe complètement à notre idée de la Haute-Marne inspire et respire.
Nous avons de plus en plus de personnes, alors on peut les appeler des pèlerins, moi je les appellerais des marcheurs, qui traversent notre département et qui sont hébergés un petit peu partout, Châteauvillain, Blessonville, à Langres, dans d'autres endroits. Et c'est un des côtés attractifs de la Haute-Marne qu'il ne faut surtout pas négliger. Et je pense qu'il y aura aussi, bientôt on va parler de la route d'Artagnan, etc. Mais c'est vraiment un des atouts de la Haute-Marne que nous devons développer. Voilà, je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. Merci, Madame l'avocat. Madame Scholammer. Oui, juste compléter les propos de Marie-Claude sur la Via Francigena. Il y a une grosse manifestation cet été parce qu'ils font un gros coup de promotion. Ils font une marche donc de Canterbury jusqu'à Rome, donc en passant bien sûr chez nous. Donc ils seront sur notre territoire le 13 et 14 juillet avec des actions spécifiques. Donc c'est vraiment un moment intéressant pour faire la promotion de notre territoire. Bien, nous accueillerons ces marcheurs avec grand plaisir. Voilà. Alors, je vais répondre quand même à un certain nombre d'interventions. Le premier concernant les fermetures de classe, fermetures de service d'une façon générale, mais de classe, puisque vous savez, effectivement, c'est d'actualité. Bon, moi, vous le savez, je me suis fortement mobilisé. J'ai rencontré beaucoup d'élus qui sont venus me parler, bien sûr, des préoccupations et des inquiétudes qu'on pouvait avoir sur des fermetures. Vous savez aussi que ça fait presque 3 ans qu'on n'a pas touché à la carte scolaire, pour plusieurs raisons. Un changement de direction, la Covid, enfin voilà, ça faisait bien 3 ans quand même que les choses étaient plutôt stabilisées. Et cette année, il fallait s'y attendre. Effectivement, un certain nombre de fermetures sont proposées, mais aussi, enfin, on regarde les fermetures, il faut aussi regarder les ouvertures, parce qu'on a aussi quelques ouvertures, et il faut quand même les signaler. Donc voilà, moi, vous savez, vous ne m'avez pas beaucoup lu sur ces interventions. Je ne suis pas intervenu auprès de ministres, je ne suis pas intervenu auprès de... j'ai pas voulu aller à cette échelle-là. Moi, j'ai discuté fortement et dans le bon sens avec le directeur départemental. On s'est vu plusieurs fois. On a trouvé des accords. Je lui ai fait des propositions. Certaines ont été retenues. Voilà. Aujourd'hui, c'est effectivement peut-être insatisfaisant pour ceux qui n'auront pas, enfin pour les territoires qui vont finalement subir une fermeture de classe. Il y a certes, il y a la crise sanitaire, il y a aujourd'hui des messages forts qu'on doit envoyer à la ruralité, des messages forts qu'on doit envoyer au territoire du parc national. Mais je crois quand même qu'il y a eu des discussions qui ont abouti. Alors on fera le bilan, bien sûr, lors du CCHN. Les élus devront se positionner. Il y aura des discussions. Mais sur ces questions de fermeture de classe, bien sûr, quand on est sollicité, il y a des choses qui sont défendables, il y a des choses qui le sont moins. Moi, j'ai défendu les choses défendables et on a un peu plus discuté sur les endroits où on pouvait se poser la question d'une fermeture, de la nécessité de fermer ou pas. Après, vous savez que le directeur départemental, il a aussi des chiffres et il doit faire remonter, bien sûr, il a des objectifs, il n'est pas non plus tout seul à décider. En tout cas, voilà, le lien et les discussions n'ont jamais été rompus. Et je pense que ce qui nous sera proposé au CHN montrera qu'il y a eu quand même certains territoires qui ont été entendus, pas tous, c'est vrai. Il y a eu aussi des élus qui se sont engagés à travailler sur des réorganisations. Il y a eu des fermetures qui ont été repoussées à l'année prochaine parce qu'il y avait eu aussi des engagements de discussion pour réorganiser les territoires et les cartes scolaires. Donc voilà, je pense que dans une discussion avec l'éducation nationale, il faut des engagements réciproques, des engagements qui peuvent aller, mais pas uniquement on ne veut pas la fermeture et on ne bougera pas. Bon, voilà, je pense que les endroits où il y a eu des discussions, où il y a eu des engagements réciproques, à la fois l'éducation nationale et des élus locaux, je pense qu'il y a des solutions quand même qui ont été trouvées. Mais bien sûr, ça ne pourra pas satisfaire tout le monde. Mais je le redis aussi, je sais que vous êtes nombreux ici à être intervenus, à avoir fait voilà, tout ce qu'il est normal de faire quand on est un élu local et quand on voit effectivement, ça fait plaisir à personne de voir une fermeture de classe et encore moins une fermeture d'école. Mais c'est aussi notre devoir de travailler dans le sens d'une meilleure organisation qui n'est pas non plus la concentration de toutes les écoles sur des sites uniques. Vous savez, je suis très attaché aux RPI. Les RPI, on a été les chercher à un moment, on a trouvé que c'était la bonne solution.
Aujourd'hui, on voit bien que l'éducation nationale regarde ça d'une façon un peu différente, les RPI, mais à une époque, les RPI, c'était la solution pour continuer à avoir des écoles sur les territoires, et ça a fonctionné longtemps. Alors aujourd'hui, il y a des RPI qui sont effectivement en discussion, mais c'est aussi à nous de faire des propositions, et l'éducation nationale attend des propositions plus que, effectivement, un mécontentement qui est légitime des parents, des élus, je le redis. Mais voilà, on en rediscutera bien sûr à l'occasion du CHN, du CDEN. Pardon. CHN, c'était cette semaine. Et sur un autre sujet. Alors, concernant le Vaccibus, je remercie Madame Nedec d'avoir évidemment d'être revenue sur cette initiative qui a débuté hier, qui va, comme elle nous l'a dit, au plus proche des personnes qui ont des problèmes de mobilité, qui vont dans les zones blanches, dans les angles morts, au plus loin des centres de vaccination éphémères, au plus loin des hôpitaux, en proximité avec les maires qui nous aident à organiser, j'allais dire, l'opérationnel, enfin les salles d'attente, et voilà. Et je voudrais aussi fortement remercier, parce que finalement, c'est quand même bien les services du département qui ont travaillé sur cette opération pour qu'on puisse être opérationnel vite et faire une proposition au service de l'État, qui l'a évidemment accepté, le service autonomie, qui a dû aussi travailler sur quelque chose dont ce n'était pas le métier, et que j'en ai parlé dans mes propos introductifs. Et je voudrais vraiment les saluer et les remercier parce que, d'abord, ils seront sur le terrain durant toute la campagne du Vaccibus, et surtout, ils ont fait un travail considérable qui nous a permis d'être prêts et de faire une proposition sérieuse à l'ARS et au service de Monsieur le Préfet. Concernant le monde associatif et les propos de Stéphane Martinelli, bien sûr, je les partage. Malgré tout ce qu'on doit faire au quotidien, les choses continuent à avancer et malheureusement, voilà, on doit aussi composer avec toutes ces nouvelles appels à projets, tout ce plan de relance, ces contrats de territoire, tout ce qui nous arrive, et c'est franchement compliqué. Parce qu'on n'est pas dans un contexte normal et qu'on n'est pas non plus dans une situation où on peut travailler en présentiel, en commission, comme on voudrait le faire. Et ça complique fortement les choses dans l'avancée de nos projets. Quant au monde associatif, Monsieur Calal, je vous remercie d'avoir souligné effectivement l'engagement. Enfin, depuis très longtemps, le Conseil général puis le Conseil départemental est un acteur privilégié du monde associatif, parce que finalement, la force de nos territoires, la dynamique de territoire repose beaucoup sur le monde associatif, l'éducation de nos enfants, mais aussi, j'allais dire, ce qu'il est proposé à nos aînés. Tout ça, ça tourne autour du monde associatif, qui est évidemment aujourd'hui fortement impacté, mais dans des moments difficiles, on se devait de les soutenir et de leur montrer qu'on était à leur côté pour passer cette étape compliquée, et surtout pour éviter les dégâts et pour qu'on puisse effectivement retrouver ce tissu associatif intact à la sortie de la crise, parce que je crois que peut-être encore plus qu'avant la crise, on aura besoin du monde associatif pour divertir les Haut-Marnais, pour les faire se retrouver, pour retrouver ces moments de convivialité qui nous manquent tant depuis maintenant plusieurs mois. Alors, est-ce que j'ai oublié? Non, je crois que Madame Blanc voulait intervenir sur la solidarité. Merci. Merci, Président. Effectivement, un tout petit mot simplement pour revenir sur 2 points. L'organisation, effectivement, du Conseil départemental, c'est des politiques publiques qui sont vraiment orientées sur cette notion de prendre soin, cette notion d'accompagner les habitants du territoire, et cette volonté que nous avons d'être des chefs de file autour de la solidarité, mais au sens vraiment de la proximité. On en a beaucoup parlé ce matin. Je crois que cette crise sanitaire nous a permis vraiment de nous accomplir dans cette mission, qu'il s'agisse des EHPAD, je regarde ma collègue Marie-Claude Lavocat, qu'il s'agisse des circonscriptions qui se sont mobilisées pour continuer ce travail autour de la protection de l'enfance, avec nos assistants familiaux qui ont connu quand même une épreuve au cours de cette crise. On l'a souligné tout à l'heure, avec le monde associatif qui se relève, qui voit le bout du tunnel avec nous. Voilà, cette vocation que nous avons dans les circonscriptions aussi, d'être au plus proche des habitants, avec ces publics en insertion, proches de l'emploi, mais pour qui c'est difficile et pour qui la crise a cassé un peu la dynamique qu'on avait commencé à amorcer autour de l'insertion. Je pense que vraiment notre vocation comme chef de file de la solidarité, nous l'avons chevillée au corps. Avec mes collègues en 7e commission, on la porte, cette politique publique, et vous pouvez vraiment compter sur nous
Aujourd'hui, on sent notre président très mobilisé sur toutes ces notions de prendre soin, d'accompagner et d'annoncer vraiment et d'afficher notre collectivité comme une collectivité de proximité. Je pense que c'est vraiment pas un vain mot, c'est vraiment dans l'action qu'aujourd'hui on a pu le démontrer. Et je veux vraiment vous dire que je suis fière de porter cette politique aujourd'hui aux côtés du président et à vos côtés. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci, Madame Blanc. Alors, plus de questions. Je vous propose de... Oui, Monsieur Fertès. Très rapide, merci Monsieur le Président. C'est juste quand je disais le moratoire par rapport aux écoles, évidemment, ce n'est pas de maintenir tel quel, mais le temps de l'éducation nationale n'est pas celui des collectivités. Et vous savez que depuis un an, puisqu'on est concerné aussi au niveau du département, la Covid nous a quand même bouleversés dans les agendas. Sans parler qu'avant, pour les EPCI, avec les fusions, absorptions et transferts de compétences, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, on ne peut pas demander l'impossible, je veux dire, à toutes nos collectivités. Et donc, on demande dans ce moratoire de laisser justement le temps, sur 2-3 années, de bien voir quel est le meilleur modèle. Et je pense qu'effectivement, c'est comme pour la santé, tout est bon. Donc, on peut avoir des pôles scolaires, des RPI sur multisites, etc. Donc, mais on ne peut pas demander l'impossible aux collectivités dans cette période où on a été extrêmement sollicité et où on est encore sollicité avec la campagne de vaccination qui va être de plus en plus massive dans les mois à venir. On ne peut pas tout demander en même temps. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et que l'État aussi se rende compte des difficultés du terrain. Voilà. Et puis je termine en disant qu'il y aura une importante mobilisation ce lundi devant la direction académique à Chaumont à midi. Très bien. Merci, Monsieur Fertès, pour ces précisions. Je vous propose de commencer les travaux de notre commission permanente avec le rapport numéro 1, des informations sur les marchés attribués et les avenants conclus. Je laisse la parole au premier vice-président Gérard Groslambert. Oui, il s'agit du dossier habituel. Nous avons délégué le pouvoir au président de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que bien sûr toutes les décisions concernant leurs avenants. Celui-ci s'est engagé bien sûr à informer la commission permanente de l'exercice de cette compétence. Aussi, je vous présente à titre d'information les listes ci-jointes des marchés publics attribués et des avenants signés. Je noterai simplement l'attribution de marchés pour la modernisation des stations de carburant des centres d'exploitation routiers de Châteauvillain et Protois à hauteur de 121 920 €. Merci, M. Groslambert. Les centres de carburant, effectivement, de Protois et de Châteauvillain, rien ne vous a échappé, évidemment. On parle de centres d'exploitation neufs dans lesquels on avait eu des soucis dès le départ. Donc, les choses sont en phase de se régulariser après de longs mois, voire plusieurs années de discussion. Mais les choses s'améliorent. Alors, y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 1 ? Non, c'est un rapport d'information, pas soumis au vote. On passe donc au rapport numéro 2. Il s'agit de désignation de représentants du département au sein de la conférence régionale du sport Grand Est. Et c'est le plus sportif d'entre nous qui va prendre la parole, c'est Monsieur Rabier. Merci, Président. Je vois que vous me connaissez bien. On en a parlé hier, vous vous souvenez ? Alors, notre cher président a été saisi par la délégation régionale académique de la jeunesse à l'engagement et au sport dans le cadre de la mise en place de la conférence régionale du sport, CRDS, pour ceux qui connaissent le sport, du Grand Est. Cette nouvelle instance, qui aura pour objectif de favoriser le développement concerté du sport et de définir un projet sportif territorial, doit être créée en 2021. Donc il y aura 4 collèges, représentants de l'État, les représentants des collectivités territoriales, les représentants du mouvement sportif et les représentants du monde économique et social. Le collège des collectivités territoriales est notamment composé d'un représentant par département appartenant à la région Grand Est. Il nous est ainsi demandé de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. Donc il nous est rappelé que si nous n'avons qu'une seule candidature, nous ne sommes pas obligés de procéder à un vote. Alors, pour représenter le département de la Haute-Marne, au sein de cette future conférence régionale du sport, le président vous propose de désigner Mokhtar Khalal, vice-président délégué au monde associatif, à la culture et au sport,
en qualité de représentant titulaire, et Astrid Ditulio, représentante suppléante. Voilà, donc le président vous sera gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Merci, Monsieur Rabier. Je suppose que les deux personnes sont bel et bien candidates et d'accord. Bien sûr, on s'est assuré de ça. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas, donc on peut considérer que la proposition est acceptée. Pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. Rapport numéro 3. Il s'agit de recrutement de cadres en qualité d'agent contractuel et je laisse la parole au vice-président, Monsieur Martinelli. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires, mais néanmoins que par dérogation à ce principe, ces emplois peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels lorsque les besoins des services ou que la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Et donc, il vous est proposé d'appliquer ce principe à 2 postes de cadre A. Il s'agit d'un poste de puéricultrice au sein de la circonscription d'action sociale de Chaumont, de la direction de l'enfance et de l'insertion et de l'accompagnement social du pôle des solidarités, et d'un poste de directeur administratif et financier du service départemental d'incendie et de secours au sein de la direction des finances et du secrétariat général du pôle ressources et moyens. Voilà pour cette présentation, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Martinelli. Effectivement, 2 postes, pas d'intervention. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant à la 2e commission avec 3 rapports qui vont nous être présentés par Madame Pazur-Vigneron et par Madame Scholammer, mais je souhaiterais que Madame la vice-présidente, première vice-présidente en charge de l'attractivité, peut-être fasse un petit propos introductif sur ces 3 rapports. Mais à votre disposition, Monsieur le Président. Oui, comme vous l'avez vu dans vos dossiers, il s'agit donc de 3 partenariats plus ou moins nouveaux, en fait, parce que celui qu'on a avec Autoroute Info, par exemple, c'est déjà depuis plusieurs années. Donc, le but étant de toucher le maximum d'habitants. Alors, d'abord, sur la Haute-Marne, c'est le cas des 2 premiers rapports avec Active Radio et Magnum. Et puis, évidemment, de toucher bien au-delà de la Haute-Marne les Français ou étrangers qui circulent sur nos autoroutes, puisque avec, vous avez vu un petit peu l'impact, c'était précisé dans les rapports, évidemment, avec Autoroute Info, on couvre beaucoup plus largement. Donc, à chaque fois, vous avez vu aussi qu'il s'agissait à la fois de spots, donc très courts, et de grandes diffusions, et puis aussi d'interviews ou de reportages plus thématiques, donc toujours dans le cadre, évidemment, de cette campagne de notoriété et d'attractivité qui s'adresse à la fois aux Haut-Marnais, puisque on a toujours tenu ce discours. Il fallait d'abord que les Haut-Marnais s'emparent du sujet et soient fiers finalement de leur territoire et de leur appartenance. C'est le cas aussi, donc on verra tout à l'heure, c'est la raison de l'existence de ce concours des idées inspirées, mais aussi toucher donc beaucoup plus largement les personnes extérieures à la Haute-Marne, qu'elles soient françaises ou étrangères, enfin principalement françaises si on veut qu'elles s'installent, et surtout franciliennes. Bon, je ne vous refais pas le discours, vous connaissez déjà les raisons de ces choix. Merci Madame Nedelec. Je laisse immédiatement la parole pour le 4e rapport à Madame Pazur-Vigneron pour le rapport numéro 4, notre nouveau partenariat avec Active Radio. Merci Monsieur le Président. Donc, dans le cadre des actions de communication menées par la collectivité visant à valoriser la politique départementale, le Président vous propose de mettre en place un partenariat avec Active Radio Haute-Marne, station diffusant sur l'ensemble du département. Dans la continuité de la campagne compétences menée depuis 2019 en affichage et presse départementale, ce partenariat permettrait d'informer les Haut-Marnais, via un média complémentaire, la radio, sur les différentes missions et actions du département, les événements culturels du département, les travaux routiers, les actions solidaires, etc. Pourra également être mis en avant sur les ondes d'Active Radio Haute-Marne. Un autre volet permettrait également de renforcer l'image d'un territoire dynamique et innovant au travers des ambassadeurs engagés dans la démarche de la campagne de notoriété et d'attractivité « La Haute-Marne respire
et Inspire. Radio associative basée à Joinville, elle diffuse aussi sur Saint-Dizier, Chaumont, Langres et répond à une mission d'intérêt général. Donc il s'agit pour le département de la soutenir dans ses missions de radio associative locale. Le partenariat pour 2021 s'élèverait à 5 000 €. Il comprendrait donc la diffusion de 10 campagnes de communication avec des spots de 30 secondes dont les thématiques seraient définies en fonction des besoins du département, dans la limite de passage de 700 spots sur toute la période du 1er avril 2021 au 30 mars 2022. Plusieurs reportages et interviews, au minimum un par mois, abordant diverses thématiques, sur les sujets en lien avec les compétences, les événements et l'actualité du conseil départemental. Les sujets seraient proposés à l'initiative de la rédaction ou du département de la Haute-Marne en fonction de l'actualité de la collectivité. Ainsi, après avoir recueilli l'avis favorable de la deuxième commission le 15 février 2021, je vous demande de bien vouloir approuver le partenariat avec Active Radio Haute-Marne pour un montant de 5 000 € au titre des actions prévues du 1er avril 2021 au 30 mars 2022, approuver les termes de la convention de partenariat et autoriser Monsieur le Président à la signer. Merci, Madame la Présidente. Alors, y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Nous passons donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je propose à Madame Pazur-Vigneron de passer au rapport numéro 5 en faisant un résumé du premier, et puisqu'on est un peu sur la même dynamique. Oui, c'est un petit peu la même dynamique. Donc, c'est toujours dans le cadre des actions de communication menées par la collectivité pour valoriser ses missions et développer l'image du territoire au travers de la marque du territoire. La Haute-Marne respire et inspire. Le président vous propose de mettre en place un partenariat avec Magnum la radio. Voilà, donc le partenariat pour 2021 s'élèverait à 5 000,88 € pour eux. C'est un peu plus que les premiers, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. Donc, la diffusion de spots promotionnels de 30 secondes pour 98 diffusions au total sur Magnum la radio et 49 diffusions au total sur Champagne FM sur la durée du partenariat. La création d'un public reportage avec 8 diffusions par radio, dont le thème reste à définir en fonction des besoins du département. Voilà, ainsi pour avoir recueilli l'avis favorable de la deuxième commission le 15 février 2021, je vous demande de bien vouloir approuver le partenariat avec Magnum